dans l'immense toile de la barbarie de la Seconde Guerre mondiale, où l'horreur semblait ne connaître aucune limite, il existait un lieu dont la brutalité défiait même la logique du mal. Jasenovac, le camp de concentration dirigé par le régime Ustashi de Croatie, devint un abîme de souffrance si atroce que même des officiers nazis en furent horrifiés. Contrairement à Auschwitz ou Treblinka, où le meurtre était méticuleusement organisé avec une précision industrielle, à Jasenovac, la mort était artisanale, sadique et personnelle. Il n'y avait pas de chambres à gaz massives ni de protocoles conçus pour optimiser l'extermination avec efficacité. Au lieu de cela, les prisonniers étaient assassinés avec des couteaux, des massues et des scies dans des actes de violence incontrôlés qui défiaient toute limite humaine. Mais comment un régime allié des nazis a-t-il pu surpasser en brutalité ses propres créateurs? Pourquoi l'histoire de Jasenovac est-elle restée dans l'ombre, contrairement à d'autres camps d'extermination? Ustase, le régime qui a surpassé les nazis en brutalité. Pour comprendre la brutalité de Jasenovac, il est nécessaire de connaître le régime qui l'a créé. Le mouvement Ustashi est apparu dans les années 20 comme une organisation ultranationaliste croate dirigée par Ante Pavelić. Son idéologie reposait sur la haine ethnique, le fondamentalisme religieux et l'aspiration à une Croatie ethniquement pure. Pour les Ustashis, la présence de Serbes, de Juifs, de Tziganes et d'opposants politiques à l'intérieur de leurs frontières était un obstacle à éradiquer par tous les moyens nécessaires. Pendant les années précédant la Seconde Guerre mondiale, le mouvement Ustashi opérait comme un groupe terroriste en exil, exécutant des attaques et des attentats visant à déstabiliser le royaume de Yougoslavie. Cependant, leur opportunité d'accéder au pouvoir est venue en avril 1941, lorsque les forces de l'Axe ont envahi la Yougoslavie. Avec l'aide de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste, Pavelić a été installé comme le dirigeant du nouvel État indépendant de Croatie. Ce qui a suivi fut un régime de terreur qui n'a pas tardé à montrer sa nature impitoyable. Contrairement à d'autres régimes fantoches de l'Axe, l'État Ustashi n'était pas simplement un gouvernement collaborateur subordonné à Berlin. Les nazis voyaient dans les Ustashi un allié utile pour maintenir le contrôle dans les Balkans, mais ils se sont rapidement rendus compte que la violence de ce régime dépassait même leurs propres standards de brutalité. Alors que le Troisième Reich cherchait à exterminer ses ennemis par un processus systématique et bureaucratique, les Ustashis appliquèrent le génocide avec un sadisme incontrôlé. L'un des premiers objectifs du régime fut la population serbe. Considérés comme des ennemis historiques, les Serbes furent marqués pour l'extermination ou la conversion forcée au catholicisme. Contrairement aux nazis, qui voyaient l'extermination comme un moyen d'atteindre leurs objectifs raciaux, les Ustashis la voyaient comme un devoir sacré. Ce fanatisme religieux transforma la persécution en un spectacle de cruauté sans précédent. Les victimes n'étaient pas simplement exécutées, elles étaient torturées, mutilées et assassinées de manières indescriptibles. La brutalité des Ustashis ne tarda pas à se manifester dans la création de Jasenovac, un complexe de camps de concentration conçu non seulement pour l'extermination, mais aussi pour la souffrance prolongée. Contrairement à Auschwitz, où les exécutions étaient efficaces, à Jasenovac, la mort était un processus lent et impitoyable. Les gardes étaient encouragés à rivaliser pour le plus grand nombre de meurtres en une seule nuit, utilisant des armes improvisées comme des couteaux spéciaux, des marteaux et des scies. La mort n'était pas rapide, mais méticuleusement cruelle. Les nazis, malgré leur mépris absolu pour la vie humaine, montrèrent un certain malaise face aux méthodes Ustashi. Dans des rapports envoyés à Berlin, des officiers allemands qui visitèrent Jasenovac décrivirent la situation comme « hors de contrôle », rapportant des actes de sadisme si brutaux que même les soldats SS en furent choqués. Le problème pour les nazis n'était pas la violence en elle-même, mais son caractère chaotique et le désordre qu'elle générait. Alors qu'Auschwitz ou Treblinka suivaient une logique d'extermination systématique, à Jasenovac, la violence était improvisée et poussée à l'extrême du sadisme personnel. Le fanatisme Ustashi
ne se dirigeait pas seulement contre les Serbes. La population juive en Croatie, qui comptait environ 40 000 personnes, fut presque entièrement anéantie à Jasenovac. Les communautés tziganes furent également exterminées avec une brutalité qui surpassa même celle des nazis dans d'autres parties de l'Europe. Les communistes, antifascistes et toute personne s'opposant au régime subissaient le même sort. Jasenovac n'était pas un camp de travail déguisé en centre d'extermination comme les camps nazis. C'était, dès sa conception, un lieu où la torture et le meurtre étaient la seule fonction. L'odieux des Oustachis était si profondément enraciné que même dans les derniers jours de la guerre, lorsque la défaite était imminente, leur cruauté ne diminua pas. Alors qu'ailleurs les nazis tentaient de détruire des preuves et de cacher leurs crimes, à Jasenovac, les gardes continuèrent les exécutions jusqu'au dernier moment, sans aucune tentative de cacher leurs actes. Le régime oustachi laissa une empreinte de terreur qui résonne encore dans l'histoire des Balkans. Contrairement au nazisme, qui fut jugé à Nuremberg et largement condamné dans le monde entier, les crimes des Oustachis restèrent en grande partie dans l'ombre. Beaucoup de leurs membres parvinrent à s'échapper, certains avec l'aide de l'Église catholique, et l'histoire de Jasenovac fut enterrée dans la narration de l'après-guerre. Mais l'histoire de Jasenovac ne peut être oubliée. C'est un rappel que le mal n'a pas de frontières et que, dans les conditions appropriées, toute idéologie peut dégénérer en une machine d'extermination. La brutalité du régime oustachi et le cauchemar de Jasenovac démontrent que l'humanité, lorsqu'elle abandonne la raison et la morale, peut devenir son propre pire ennemi. Jasenovac, l'enfer créé par l'homme. Situé sur les rives de la rivière Sava, dans la région centrale de la Croatie, Jasenovac n'était pas un simple camp de concentration. Il n'avait pas l'efficacité d'Auschwitz ni la systématisation de Treblinka. Ici, la mort n'arrivait pas par des chambres à gaz ou des fusillades massives conçues pour maximiser le nombre de victimes en un minimum de temps. À Jasenovac, le meurtre était personnel, exécuté avec des couteaux, des marteaux et des scies, dans un spectacle de sadisme inimaginable. Il s'étendait sur un complexe de camps plus petits, chacun avec un but distinct, allant de la classification des prisonniers à leur extermination. Mais dans tous, la violence était la seule constante. Le complexe, établi en 1941 par le régime oustachi, se divisait en plusieurs sous-camps, le plus infâme étant le camp 3C, réservé à l'exécution systématique. Les conditions de vie étaient indescriptibles, des baraquements en bois sur des terrains marécageux, infestés de rats et de vermines, sans accès à l'eau potable ni aux fournitures médicales. La faim et les maladies décimaient les prisonniers, mais la mort arrivait rarement de manière naturelle. Des cas furent enregistrés où les gardes oustachis laissaient de la nourriture pourrie dans les baraquements, juste pour observer les prisonniers se battre pour un morceau de pain infesté de vers. Mais ce n'était que le début. Contrairement au camp nazi où les meurtres suivaient une logique industrialisée, à Jasenovac, la mort était un acte de cruauté déchaînée. Les gardes ne se contentaient pas de tirer sur leurs victimes. Ils utilisaient des outils improvisés pour prolonger la souffrance des condamnés. L'une des méthodes les plus infâmes fut l'utilisation du CR-Bozjek, un gant avec une lame courbe fixée à la paume, conçu spécifiquement pour égorger les prisonniers rapidement. Dans les archives de renseignement allemands, on trouve un rapport daté de 1942, dans lequel un officier nazi décrivait avec horreur comment les gardes oustachis organisaient des compétitions nocturnes pour voir qui pouvait tuer le plus de personnes avec cet appareil. On sait qu'un seul garde parvint à assassiner plus de 1000 victimes en une seule nuit, un record qui fut célébré avec des banquets et de l'alcool. Les témoignages des rares survivants révèlent des détails terrifiants sur la brutalité quotidienne à Jasenovac. Un ancien prisonnier raconta comment un groupe d'enfants juifs fut jeté vivant dans le feu d'une chaudière dans la briqueterie du camp, tandis que les gardes riaient. Un autre survivant décrivit comment, au lieu d'exécuter les prisonniers immédiatement, on leur donnait des pelles pour creuser leur propre tombe avant d'être battus à mort. Ceux qui ne moururent pas immédiatement étaient enterrés vivants. La torture ne se limitait pas à la violence physique. Les oustachis imaginèrent des méthodes psychologiques tout aussi atroces, comme forcer les mères à choisir quel enfant mourrait en premier. Les nazis, malgré leur rôle d'architectes de l'Holocauste,
commencèrent à voir Jasenovac comme un problème. Dans un rapport envoyé à Berlin en 1943, le général Edmund Glaise von Horstenau, représentant du Troisième Reich en Croatie, avertissait que les méthodes Ustashis étaient contre-productives et que même la population locale, terrorisée par la brutalité du régime, commençait à se rebeller. Dans une autre lettre envoyée à Heinrich Himmler, l'ambassadeur allemand à Zagreb suggérait que le manque de contrôle à Jasenovac pourrait saper la stabilité du gouvernement collaborateur croate. Mais rien ne changea. Pour les Ustashis, la terreur n'était pas un moyen, mais une fin en soi. Dans l'après-guerre, de nombreux documents sur Jasenovac furent détruits par les Ustashis eux-mêmes dans leur fuite, et le manque de registres systématiques a rendu difficile l'estimation précise du nombre de victimes. On estime qu'entre 200 000 et 700 000 prisonniers furent assassinés dans le camp, la majorité étant des Serbes, des Juifs et des Tziganes. La magnitude de l'horreur reste un sujet de débat. Mais les témoignages et les archives qui ont survécu sont une preuve suffisante que Jasenovac fut une aberration même dans le catalogue macabre de la Seconde Guerre mondiale. Le camp fonctionna jusqu'en avril 1945, lorsque, voyant l'avancée de l'armée rouge et des partisans yougoslaves, les Ustashis tentèrent d'éliminer toute preuve de leurs crimes. Ils incendièrent les baraquements, détruisirent des documents et exécutèrent les prisonniers restant dans une dernière orgie de sang. Cependant, environ une centaine de prisonniers parvinrent à s'échapper et témoignèrent de ce qu'ils avaient vécu. Leur témoignage devint l'une des rares fenêtres sur l'enfer de Jasenovac, un lieu où la mort était un art et la torture une coutume. Outils de la mort, méthode d'exécution à Jasenovac. À Jasenovac, la mort n'était ni rapide ni systématique, comme dans les camps nazis où les prisonniers étaient conduits en masse vers les chambres à gaz. Ici, chaque exécution était un acte de brutalité déchaînée, perpétré avec des outils conçus pour causer le plus de souffrance possible. Les gardes Ustashis ne se contentaient pas de tuer. Ils prenaient plaisir à le faire. Pour eux, la violence était un divertissement, une démonstration de pouvoir absolu sur ceux qu'ils considéraient indignes d'exister. Parmi les outils les plus utilisés se trouvait le serbosjek, un gant en cuir avec une lame courbe fixée à la paume. Sa conception permettait d'égorger les victimes rapidement, sans effort physique. Des documents récupérés des archives de l'armée yougoslave révèlent que cet artefact n'était pas improvisé, mais produit en usine selon des spécifications précises. Lors des procès d'après-guerre, un témoin décrivit comment les gardes organisaient des concours nocturnes où ils rivalisaient pour voir qui pouvait tuer le plus de prisonniers en une seule nuit avec le serbosjek. À une occasion, un seul garde, Petar Brzica, se vanta d'avoir assassiné 1360 personnes en une nuit, se gagnant le surnom de « roi des égorgeurs ». Mais le serbosjek n'était pas le seul instrument de mort. On utilisait des marteaux et des massues pour écraser les crânes des prisonniers, souvent en groupe, les corps empilés dans des fosses préalablement creusées. Un rapport de renseignement allemand daté de 1942 décrivait comment les Ustashis conduisèrent les prisonniers aux rives de la rivière Sava, leur attachaient les mains avec du fil de fer, puis leur écrasaient le crâne à coups de marteau avant de les jeter à l'eau. Les scies étaient également une méthode fréquente. Au lieu de tirer sur leurs victimes, les gardes les attachaient souvent et procédaient à les scier vivantes, une pratique documentée dans plusieurs témoignages de survivants. Un prisonnier raconta comment les Ustashis réalisaient ces exécutions devant d'autres détenus en guise d'avertissement. Les cris des condamnés étaient accompagnés de moqueries et de rires des bourreaux, qui parièrent même sur le temps que la victime mettrait à mourir. La noyade massive fut une autre méthode d'extermination. La rivière Sava, qui coulait le long du camp, devint une tombe liquide pour des milliers de prisonniers. Des témoignages de l'époque racontent comment, en hiver, les Ustashis faisaient des trous dans la glace et jetaient les prisonniers vivants dans l'eau glacée, les laissant mourir en convulsions. À d'autres occasions, les prisonniers étaient attachés en groupe avec du fil de fer barbelé et lancés depuis des bateaux, laissant le poids des corps les entraîner tous au fond. Les femmes et les enfants n'étaient pas exclus de ces atrocités. Des documents déclassifiés dans les archives de Belgrade
inclut un témoignage d'un officier allemand qui visita le camp en 1943 et fut horrifié de voir les gardes oustachis prendre de jeunes enfants par les jambes et les fracasser contre les murs des baraquements. D'autres étaient empalés sur des baïonnettes. Un survivant se souvint avoir vu un garde forcer une mère serbe à tenir son bébé pendant qu'il la forçait à choisir si elle voulait qu'il tue son enfant d'abord ou elle. Quand la femme refusa de répondre, le garde lui coupa les mains avant d'égorger l'enfant devant elle. Les meurtres n'étaient pas seulement une question d'extermination, mais un spectacle de sadisme. Dans les témoignages de prisonniers qui parvinrent à s'échapper, on décrit comment les oustachis prenèrent plaisir à imaginer de nouvelles formes de torture et d'exécution. Souvent, les prisonniers étaient forcés de tuer leurs propres compagnons de baraquement sous la menace d'être torturés de manière encore plus cruelle. À une occasion documentée par un ancien garde capturé après la guerre, un groupe de prisonniers fut forcé de creuser une fosse puis de se battre entre eux jusqu'à la mort. Les survivants étaient finalement exécutés par les gardes eux-mêmes. Le niveau de cruauté atteint à Jasenovac généra même de l'inquiétude parmi certains officiers nazis. Dans une lettre envoyée au haut commandement à Berlin, le général allemand Glaise von Horstenau avertissait que les méthodes des oustachis n'étaient pas seulement inutilement brutales, mais qu'elles généraient un rejet parmi la population locale qui commençait à voir les nazis comme une option moins cruelle. Cependant, malgré ces avertissements, la machine de mort de Jasenovac continua de fonctionner sans restriction jusqu'à la fin de la guerre. Quand l'armée rouge et les partisans yougoslaves avancèrent en 1945, les oustachis tentèrent d'effacer les preuves de leurs crimes. Ils incendièrent des baraquements, détruisirent des archives et assassinèrent les prisonniers qui restaient dans le camp. Cependant, certains parvinrent à s'échapper et à témoigner de ce qu'ils avaient vu. Leurs récits, ainsi que les documents récupérés, révélèrent l'horreur d'un camp d'extermination où la brutalité n'avait pas de limite et où la mort devenait un acte de perversion absolue. Victimes oubliées, qui furent les destinés à l'annihilation? Jasenovac ne faisait pas de distinction entre hommes, femmes ou enfants. Pour le régime oustachi, tous ceux qui ne correspondaient pas à leur vision d'une Croatie racialement pure devaient être exterminés. Le camp devint la destination finale pour des dizaines de milliers de personnes, dont la seule faute était d'appartenir à un groupe ethnique, religieux ou idéologique que le régime considérait comme ennemi. Les Serbes furent la majorité des victimes. Depuis la création de l'État indépendant de Croatie en 1941, les oustachis lancèrent une campagne d'extermination contre la population serbe, qu'ils considéraient comme des envahisseurs sur leur territoire. Des lois furent mises en place pour les dépouiller de leurs droits. Ils furent obligés de porter des insignes distinctifs. Et finalement, les déportations massives vers les camps de concentration commencèrent. Jasenovac devint l'épicentre de ce génocide. Des documents du haut commandement allemand informaient que les méthodes utilisées pour éliminer les Serbes à Jasenovac étaient si brutales que même des soldats nazis en furent choqués. Les Juifs furent un autre des principaux objectifs du régime. Bien que l'Allemagne nazie imposât sa propre politique d'extermination des Juifs en Europe, les oustachis n'eurent pas besoin d'ordre direct pour mener leur propre version de l'Holocauste. Les Juifs croates furent persécutés dès les premiers jours du régime et envoyés à Jasenovac en grand nombre. Alors qu'à Auschwitz, les prisonniers juifs étaient assassinés dans des chambres à gaz, à Jasenovac, la mort arrivait avec des couteaux, des scies et des marteaux. Des archives déclassifiées montrent que la communauté juive en Croatie disparut presque entièrement après la guerre, avec un pourcentage d'extermination supérieur à 80%. Les Tziganes, comme dans d'autres territoires occupés par les nazis, furent considérés comme une menace pour la pureté raciale du régime. À Jasenovac, la population rom fut soumise à une extermination systématique. Ils n'étaient pas seulement assassinés en masse, mais souvent soumis à des expériences brutales. Des témoignages de prisonniers qui parvinrent à survivre racontent comment des médecins du camp réalisaient des tests inhumains sur eux, incluant des amputations sans anesthésie et des expositions prolongées à des conditions extrêmes. Des archives trouvées après la guerre révèlent que la communauté tzigane dans la région fut presque entièrement anéantie,
avec des dizaines de milliers de personnes assassinées dans le camp. En plus de ces groupes, Jasenovac servit également de centre d'élimination des opposants politiques. Toute personne soupçonnée de sympathiser avec les partisans yougoslaves, les communistes ou tout mouvement opposé au régime était arrêté et envoyé au camp. Parmi les victimes se trouvaient des intellectuels, des prêtres orthodoxes et même d'anciens fonctionnaires du gouvernement qui s'étaient opposés à la dictature Ustashi. La brutalité avec laquelle ces prisonniers étaient traités était particulièrement sévère, car ils étaient considérés comme des traîtres. Mais s'il y eut un groupe qui souffrit avec une cruauté extrême à l'intérieur de Jasenovac, ce fut celui des femmes et des enfants. Les femmes serbes, juives et tziganes étaient soumises à des tortures avant d'être assassinées. Beaucoup furent forcés de réaliser des travaux forcés dans des conditions inhumaines jusqu'à ce qu'elles meurent d'épuisement ou de maladie. D'autres étaient soumises à des abus systématiques de la part des gardes du camp. Les témoignages recueillis après la libération du camp décrivent comment certaines femmes enceintes étaient assassinées de manière particulièrement sadique, avec les Ustashi pariant sur le temps qu'elles pouvaient résister avant de mourir. Les enfants, qui dans d'autres camps de concentration nazis étaient souvent envoyés directement à la mort, souffraient à Jasenovac un sort encore plus cruel. Certains étaient assassinés immédiatement, jetés contre les murs ou décapités avec le SR-Bozjek, tandis que d'autres étaient maintenus en vie seulement pour être témoins de la brutalité autour d'eux. Dans des documents déclassifiés du gouvernement yougoslave, on décrit un épisode où des centaines d'enfants furent forcés de regarder l'exécution de leur mère avant d'être assassinés eux-mêmes. À une occasion documentée, les gardes forcèrent les enfants à se battre entre eux, avec la promesse de laisser en vie le gagnant, seulement pour l'exécuter à la fin. Les chiffres de victimes à Jasenovac restent un sujet de débat. Alors que certaines estimations initiales après la guerre parlaient de 700 000 morts, d'autres études ultérieures ont réduit le chiffre à entre 77 000 et 100 000, basés sur des registres récupérés. Cependant, de nombreux documents originaux furent détruits par les Ustashis avant la chute du camp, ce qui rend difficile une comptabilité précise. Des rapports de l'époque nazie, des archives de renseignements yougoslaves et des témoignages de survivants coïncident en ce que le nombre réel pourrait être significativement plus élevé. Le débat sur les chiffres n'atténue pas l'ampleur de l'horreur. Au-delà du nombre exact, les méthodes d'extermination employées à Jasenovac le placent parmi les camps de concentration les plus brutaux de la Seconde Guerre mondiale. Dans des témoignages enregistrés après la guerre, les rares survivants qui parvinrent à s'échapper décrivirent la sensation d'être pris au piège dans un enfer sur terre, où la mort n'était pas seulement un destin, mais un spectacle macabre pour ceux qui l'infligeaient. Les crimes commis à Jasenovac restèrent dans l'ombre pendant des décennies, avec des efforts délibérés pour minimiser ou déformer l'histoire. Des archives trouvées dans les dernières années ont permis de faire de nouvelles lumières sur l'ampleur de l'extermination, et bien que les chiffres exacts puissent encore faire l'objet de discussions, ce qui s'est passé à l'intérieur de ces murs reste l'un des épisodes les plus sombres de l'humanité. Quand l'horreur est trop, la réaction nazie face à Jasenovac. Dans la machine d'extermination nazie, la mort était systématique, calculée et conçue pour être la plus efficace possible. Cependant, quand des officiers allemands visitèrent Jasenovac, ils furent choqués par la brutalité avec laquelle les Ustashis menaient leurs assassinats. Il n'y avait pas de chambres à gaz ni de chaînes de production de la mort comme à Auschwitz ou Treblinka. À la place, il y avait un déploiement de violence déchaînée, avec des méthodes si atroces que même les nazis les considéraient excessives. L'un des premiers rapports qui alerta les autorités allemandes sur la nature de Jasenovac fut envoyé par Hermann Neubacher, un haut fonctionnaire du Troisième Reich dans les Balkans. Dans ses écrits adressés à Berlin, il décrivit la cruauté extrême du régime Ustashi, signalant que les assassinats étaient réalisés avec des couteaux, des marteaux et des scies, et que souvent ils étaient menés lors de célébrations macabres où les gardes rivalisaient pour voir qui pouvait tuer le plus de prisonniers en une seule nuit. Neubacher avertit que de telles atrocités n'étaient pas seulement inutiles d'un point de vue militaire,
mais qu'elles pouvaient générer de la résistance parmi la population et rendre difficile la stabilité dans les territoires occupés. Un autre rapport clé provint du général Edmund Glaise von Horstenau, représentant allemand dans l'État indépendant de Croatie. Après avoir visité Jasenovac, il envoya un rapport détaillé à ses supérieurs dans lequel il qualifia le camp de honte pour le Reich. Il décrivit des scènes où des femmes et des enfants étaient assassinés de sang-froid, tandis que les gardes Ustachis riaient et pariaient sur le nombre de victimes qu'ils pouvaient exécuter en une journée. Dans une lettre adressée à Berlin, il écrivit que même au Moyen Âge, de telles atrocités n'ont pas été commises, avertissant que la brutalité des Ustachis dépassait de loin tout autre acte commis sur le front oriental. En août 1942, Arthur Phleps, général des Waffen-SS, visita le camp et fut horrifié par ce qu'il vit. Dans son rapport, il exprima sa consternation face au manque d'organisation et au niveau de sadisme inutile. Contrairement au camp nazi, où l'élimination des prisonniers se faisait par un système industriel, à Jasenovac, les méthodes étaient primitives, chaotiques et sanglantes. Phleps argumenta que, bien que l'objectif final des Ustachis coïncidait avec celui du Reich en termes de nettoyage ethnique, la manière dont il le réalisait était contre-productive et générait de la méfiance parmi la population. Les différences entre l'industrialisation du génocide nazi et le sadisme déchaîné de Jasenovac furent motifs de préoccupation pour la hiérarchie allemande. Alors que le régime de Hitler cherchait à exterminer ses ennemis de manière efficace, avec le moins de coûts de ressources possible, les Ustachis semblaient prendre plaisir à la violence, prolongeant la souffrance de leurs victimes de manières extrêmement cruelles. À Auschwitz, les prisonniers étaient transportés en train, sélectionnés et envoyés aux chambres à gaz en quelques minutes. À Jasenovac, les exécutions étaient personnelles, réalisées avec des armes blanches et avec un niveau de brutalité que même les soldats allemands trouvaient difficile à comprendre. L'un des épisodes les plus choquants enregistrés par les officiers nazis eut lieu lors de la nuit des compétitions, quand les gardes du camp organisèrent un concours pour voir qui pouvait assassiner le plus de prisonniers en un seul tour. Selon des documents allemands récupérés après la guerre, le garde Petar Brzika utilisa le SR-Bosjek, un gant avec une cuchille courbe conçue pour égorger les prisonniers, et parvint à assassiner plus de 1000 personnes en une seule nuit. Son exploit fut célébré par les Ustachis, qui le récompensèrent avec de la nourriture et de l'alcool, tandis que les Allemands qui assistèrent à l'événement en furent stupéfaits. L'ambassadeur allemand à Zagreb, Siegfried Kacher, envoya plusieurs rapports à Berlin suggérant que les méthodes du régime Ustachi soient modérées. Dans l'une de ses communications, il mentionna que les actes de violence extrême commençaient à générer un ressentiment généralisé parmi la population serbe et croate, ce qui pourrait mener à un soutien accru à la résistance partisane. Kacher avertit que, bien que la politique de nettoyage ethnique soit alignée avec les intérêts du Reich, permettre aux Ustachis de continuer avec leurs méthodes sauvages pourrait se retourner contre l'Allemagne. Mais les rapports et lettres envoyés à Berlin eurent peu d'impact sur la politique du Troisième Reich. Bien que certains officiers allemands se montraient mal à l'aise face à la brutalité de Jasenovac, Hitler et ses hauts commandants considéraient que l'autonomie du régime Ustachi devait être respectée. Tant que l'État indépendant de Croatie restait un allié fonctionnel, les plaintes sur ces méthodes n'étaient pas une priorité. Cependant, la réputation du camp devint un problème au sein même de la structure nazie, avec des soldats et des officiers retournant de Croatie avec des récits perturbants sur ce qu'ils avaient vu. Certains membres des SS, habitués à la violence systématique dans les camps de concentration allemands, trouvèrent que Jasenovac défiait toute logique. Il ne s'agissait pas seulement d'exterminer des ennemis politiques ou raciaux, mais de le faire avec un sadisme qui débordait tout objectif militaire. Alors que les camps nazis cherchaient à faire du génocide un processus efficace, à Jasenovac, les assassinats semblaient répondre davantage à un besoin de violence sans limite. Les tentatives de certains officiers nazis pour intervenir dans l'administration du camp ne se matérialisèrent jamais. Avec l'effondrement de l'Axe en 1945, la priorité du Troisième Reich n'était plus la modération des méthodes de ses alliés, mais la survie face à l'avancée des Alliés
et de l'Union soviétique. Jasenovac continua de fonctionner jusqu'au dernier jour de la guerre, ses gardes exécutant des prisonniers jusqu'au dernier moment avant de fuir. Les documents laissés par des officiers allemands qui visitèrent Jasenovac offrent un témoignage clair de ce qui s'y passa. Dans une guerre où l'extermination de masse devint un outil d'État, le camp de concentration croate se distingua même parmi les génocidaires les plus expérimentés par son niveau de brutalité. Ce que les nazis considéraient comme une opération froide et systématique d'élimination, les Oustachis en firent un spectacle d'horreur qui reste encore aujourd'hui difficile à comprendre. L'évasion des condamnés, le dernier acte de rébellion. En avril 1945, alors que le Troisième Reich s'effondrait et que les forces partisanes avançaient implacablement à travers la Yougoslavie, le camp de concentration de Jasenovac devint un théâtre de désespoir et de mort. Les gardes Oustachis, conscients que la défaite était imminente, commencèrent à effacer les preuves de leur génocide. Des documents furent détruits, des baraquements incendiés et des prisonniers exécutés dans une tentative d'éliminer les témoins. Cependant, parmi les condamnés, il restait une dernière étincelle de résistance. Depuis début avril, des rumeurs sur l'évacuation imminente du camp se répandirent parmi les prisonniers. Ils savaient que l'arrivée de l'armée rouge et des forces partisanes signifiait la fin du régime Oustachi, mais comprenaient aussi que les gardes ne permettraient à personne de rester en vie pour raconter ce qui s'était passé. Dans ce climat de terreur et d'urgence, un groupe de prisonniers commença à organiser ce qui serait le dernier acte de rébellion à Jasenovac, une évasion désespérée. Le 22 avril, avec les exécutions massives à leur apogée et les flammes dévorant les archives du camp, environ 600 prisonniers réunirent le courage nécessaire pour tenter l'impossible. Ils n'avaient pas d'armes, pas de soutien extérieur, et leur corps était affaibli par la faim et la torture. Mais ils avaient quelque chose de plus fort que la peur, la certitude que s'ils ne le tentèrent pas, ils mourraient de toute façon. La seule option était de lutter. Le plan était simple et brutal. Profitant de la confusion causée par la destruction du camp, les prisonniers attaqueraient les gardes avec des outils improvisés, des pierres, des morceaux de bois et tout objet qu'ils pouvaient utiliser comme arme. La barrière entre eux et la liberté était un champ miné, plusieurs tours de guet et une clôture fortement gardée. Ils savaient que la majorité n'y arriverait pas, mais si quelques-uns parvenaient à s'échapper, leur témoignage pourrait révéler au monde ce qui s'était passé à Jasenovac. À l'aube, quand les gardes commencèrent à organiser une autre série d'exécutions, les prisonniers attaquèrent. Ils se lancèrent en masse contre leurs bourreaux, désarmant certains et frappant d'autres avec une fureur alimentée par des années de souffrance. Le chaos éclata dans le camp. Les mitrailleuses des tours ouvrirent le feu indistinctement, fauchant l'air avec des rafales qui massacrèrent la majorité des fugitifs avant qu'ils ne puissent atteindre la clôture. Les corps tombèrent les uns sur les autres, mais certains parvinrent à avancer, esquivant les tirs et se jetant sur les barrières avec les dernières forces qui leur restaient. Des 600 qui tentèrent de s'échapper, seulement quelques-uns parvinrent à traverser la dernière barrière et à disparaître dans les bois environnants. Parmi eux se trouvait Ilija Ivanović, qui des années plus tard raconta comment il se cacha dans les marais, survivant grâce à des racines et de l'eau sale, jusqu'à ce qu'il soit trouvé par des partisans. Un autre survivant, Nikola Nikolić, se souvint comment il se traîna parmi les cadavres en faisant semblant d'être mort, jusqu'à ce que la nuit tombe et qu'il puisse s'échapper du camp. Leurs témoignages furent cruciaux pour reconstruire les derniers jours de Jasenovac. Alors que les quelques survivants couraient vers la liberté, le camp sombrait dans sa dernière phase de destruction. Les Oustachis, furieux de l'évasion et terrifiés par l'arrivée des troupes ennemies, intensifièrent les exécutions. Aux prisonniers qui restaient, on ordonna de creuser d'énormes fosses communes avant d'être fusillés et jetés dedans. Les fours et les fosses brûlaient sans relâche, et les flammes qui consumèrent les bâtiments pouvaient être vues à des kilomètres à la ronde. Les archives secrètes trouvées après la guerre révèlent que, dans les jours suivant l'évasion, les officiers Oustachis rédigèrent des rapports contradictoires sur ce qui s'était passé. Certains tentèrent de minimiser le nombre de fugitifs, tandis que d'autres exagérèrent les chiffres pour justifier la brutalité de la répression qui suivit.
Cependant, les témoignages des survivants et les preuves trouvées après la libération du camp confirmèrent que la rébellion avait été réelle et que, bien que la majorité périt, certains parvinrent à survivre pour raconter l'histoire. Quand les troupes partisanes arrivèrent finalement à Jasenovac, elles trouvèrent un paysage d'horreur. Les structures du camp étaient en ruine, les corps des derniers prisonniers exécutés gisaient encore dans les fosses, et l'odeur de la mort imprégnait l'air. Ce qui avait été un centre d'extermination devint un cimetière à ciel ouvert, un témoignage muet de la barbarie qui y avait eu lieu. Les enquêtes ultérieures tentèrent de déterminer avec précision combien parvinrent à s'échapper ce 22 avril. Les chiffres varient, mais on estime qu'ils furent moins d'une centaine. Beaucoup d'entre eux moururent en chemin, soit de blessures, de faim ou exécutés par des patrouilles ennemies. Seule une petite fraction parvint à atteindre un territoire sûr et à raconter ce qu'ils avaient y vécu. Malgré le fait que l'évasion n'ait pas sauvé la majorité des prisonniers, elle marqua un moment crucial dans l'histoire de Jasenovac. Ce fut la dernière manifestation de résistance à l'intérieur du camp, un acte désespéré de lutte contre l'oubli. Ceux qui parvinrent à s'échapper devinrent des témoins clés dans les procès d'après-guerre, et leurs récits aidèrent à construire l'archive historique sur les crimes commis à Jasenovac. Les échos de cette insurrection résonnent encore dans les témoignages et les documents qui survécurent à la tentative d'effacer l'histoire. Bien que la majorité de ceux qui participèrent à l'évasion furent assassinés, leur bravoure fut enregistrée dans les récits de ceux qui parvinrent à s'échapper et dans les rapports des bourreaux eux-mêmes, qui, même dans leur désir d'éliminer toute preuve, ne purent effacer complètement les traces de la résistance. Le silence de l'après-guerre. Jasenovac dans l'oubli historique. Quand la Seconde Guerre mondiale prit fin, les horreurs des camps d'extermination nazis devinrent le centre des procès de Nuremberg et de la mémoire collective internationale. Auschwitz, Treblinka et d'autres centres d'extermination furent largement documentés et étudiés. Cependant, Jasenovac, le plus grand camp de concentration du régime Ustashi en Croatie, resta dans l'ombre, pris dans les complexités politiques de la Yougoslavie communiste de Josip Broz Tito et dans les tensions ethniques qui continuèrent de marquer la région. Après la libération du camp en 1945, les autorités yougoslaves menèrent des procès contre certains des responsables du génocide. Vjekoslav Luborić, l'un des principaux commandants du camp, parvint à s'échapper en Espagne, où il vécut sous une fausse identité jusqu'à ce qu'il soit assassiné en 1969. Dinko Sakic, un autre des leaders de Jasenovac, s'enfuit également, se réfugiant en Argentine, où il vécut impuni, jusqu'à ce qu'il soit extradé et condamné en 1999. Cependant, beaucoup des criminels de guerre oustachis ne firent jamais face à la justice, et les témoignages des survivants furent relégués dans les archives officielles. La Yougoslavie de Tito adopta une politique de réconciliation forcée, minimisant les divisions ethniques en faveur d'une identité yougoslave unifiée. Dans ce contexte, la narration officielle sur Jasenovac se dilua dans un discours plus large sur les crimes du fascisme, sans un accent particulier sur la souffrance des Serbes, des Juifs, des Tziganes et des opposants politiques qui en furent les principales victimes. Pendant des décennies, le régime communiste préféra ne pas raviver les tensions entre Croates et Serbes, évitant une attention médiatique excessive sur les crimes des Oustachis. Les archives secrètes déclassifiées dans les dernières décennies révèlent que, bien que les autorités yougoslaves aient mené des enquêtes sur Jasenovac, une grande partie de la documentation fut stockée sans être divulguée. Un rapport du Comité des crimes de guerre de Yougoslavie, daté de 1946, estimait que le nombre de victimes à Jasenovac dépassait les 700 000, un chiffre qui généra une controverse dans les années suivantes en raison du manque de preuves vérifiables. Le débat sur le nombre exact de morts devint un sujet politisé, utilisé tant pour exagérer que pour minimiser l'ampleur du génocide. Pendant la guerre froide, l'Holocauste et les crimes nazis furent largement investigués et documentés par les puissances occidentales et soviétiques, mais les crimes commis dans les Balkans reçurent moins d'attention. Les procès judiciaires contre les nazis devinrent un repère historique et médiatique, tandis que les crimes de Jasenovac restèrent dans l'arrière-plan, connus surtout dans la région,
mais sans la même résonance internationale. Ce n'est qu'après la dissolution de la Yougoslavie dans les années 1990 que Jasenovac revint sur le devant de la scène publique. Pendant la guerre des Balkans, le camp devint un symbole utilisé par différents camps pour justifier leur narration nationale. Alors que certains secteurs en Serbie l'utilisèrent comme preuve du génocide subi par leur peuple, en Croatie, il y eut des tentatives de minimiser ou de nier l'ampleur des crimes commis là-bas. Aujourd'hui, le négationnisme et la manipulation de la mémoire de Jasenovac continuent de générer des controverses. Divers groupes ultranationalistes ont tenté de relativiser les faits, tandis que des historiens et des organismes internationaux ont travaillé pour préserver la vérité historique. Les documents déclassifiés, les témoignages des survivants et les investigations forensiques ont permis de reconstruire avec plus de précision ce qui s'est passé, bien que les chiffres exacts restent encore sujets à débat. Le mémorial de Jasenovac, construit sur le site de l'ancien camp, est devenu un lieu de mémoire, bien que sa reconnaissance internationale reste moindre par rapport à d'autres sites de l'Holocauste. Malgré les efforts pour sauver l'histoire de Jasenovac, le silence qui l'entoura pendant l'après-guerre laissa une marque qui persiste encore dans la connaissance collective des crimes de la Seconde Guerre mondiale. Justice tardive, les procès et la responsabilité des criminels de Jasenovac. Après l'effondrement de l'État indépendant de Croatie en 1945, les principaux leaders oustachis s'enfuirent dans différentes directions. Certains parvinrent à s'échapper en Amérique du Sud avec l'aide de réseaux clandestins, tandis que d'autres furent capturés et jugés en Yougoslavie. Cependant, la justice fut irrégulière, et beaucoup des responsables de Jasenovac ne firent jamais face à un châtiment proportionnel à leurs crimes. Lors des procès organisés par le gouvernement yougoslave, plusieurs officiers de Jasenovac furent condamnés. Ljubo Milos, commandant du camp, fut capturé et exécuté en 1948. Miroslav Filipović, prêtre franciscain qui participa activement à des meurtres de masse, fut également pendu. Mais le destin d'autres fut très différent. Vjekoslav Luburić, l'un des principaux responsables, parvint à s'enfuir en Espagne, où il vécut sous une fausse identité jusqu'à ce qu'il soit assassiné en 1969. Dinko Sakic s'échappa en Argentine et, malgré une vie ouverte dans ce pays, ne fut extradé qu'en 1998, lorsqu'il fut finalement condamné à 20 ans de prison. Les archives de renseignements déclassifiées révèlent que certains criminels oustachis furent recrutés par des puissances occidentales dans le cadre de la guerre froide. La documentation suggère que d'anciens membres du régime croate collaborèrent avec des services de renseignement comme la CIA et le MI6, ce qui leur permit d'échapper à la justice. Malgré les efforts pour poursuivre les responsables, beaucoup des gardes et fonctionnaires de Jasenovac se réintégrèrent à la société sans conséquence, un fait qui continue de générer des controverses aujourd'hui. Les leçons de Jasenovac. Réflexion sur la méchanceté humaine. Contrairement à Auschwitz et Treblinka, Jasenovac n'eut pas une présence aussi marquante dans l'historiographie de l'Holocauste. Pendant l'après-guerre, le camp resta pris dans la narration yougoslave, dilué dans un discours général sur les crimes fascistes. L'accès restreint aux archives et le manque d'intérêt international contribuèrent à sa relative invisibilité dans la mémoire collective. Les documents et témoignages recueillis montrent que le sadisme à Jasenovac ne fut pas un simple reflet des atrocités nazies, mais une manifestation d'une brutalité sans limite. Contrairement à l'extermination industrialisée des nazis, à Jasenovac prédominaient les meurtres manuels, commis avec des couteaux, des marteaux et des scies. La reconnaissance de Jasenovac comme l'un des pires camps d'extermination de la Seconde Guerre mondiale est essentielle pour comprendre l'ampleur de la violence déchaînée par le fanatisme idéologique. La documentation et les récits des rares survivants qui parvinrent à s'échapper sont le seul témoignage direct d'un horreur qui, pendant des décennies, resta dans les ombres de l'histoire. Jasenovac fut un enfer créé par l'homme, un lieu où la brutalité surpassa même les standards de cruauté imposés par les nazis. Les responsables de ce génocide ne firent pas toujours face à la justice, et la mémoire du camp fut silencieuse pendant des années, reléguée à un second plan par rapport à d'autres camps de concentration. Les documents, témoignages et archives secrètes
qui ont vu le jour dans les dernières décennies, ont permis de reconstruire les faits et de donner voix aux victimes. Cependant, il persiste encore des tentatives de nier ou de minimiser ce qui s'est passé, ce qui rend indispensable de maintenir vivante l'histoire de Jasenovac. La leçon que laisse ce camp est claire: quand la haine et le fanatisme n'ont pas de limite, la barbarie peut atteindre des niveaux inimaginables.